Portrait des coulisses, le podcast en 3 rubriques qui vous offre une bulle d'évasion et de culture. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle, et je serai votre guide dans les coulisses. Vous allez découvrir des artistes, apprendre plein de détails sur la vie artistique et culturelle de tout horizon. Vous me suivez ? Allez-y, on y va. Plonge dans tes questions, c'est super intéressant. En fait, moi j'ai eu la sensation que là, avec toi, on a vraiment partagé un moment. Merci beaucoup à vous pour cette occasion de partager avec vous mon parcours et c'était un grand plaisir pour moi. C'est pas facile de se livrer non plus parce que c'est quand même un travail assez introspectif et très personnel. Et donc je te remercie pour m'avoir laissé la possibilité d'en parler. Merci pour tes questions qui sont super judicieuses en fait. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce podcast qui est vraiment très intéressant à chaque fois en tout cas. Oh, merci beaucoup. Je suis heureuse de venir chatouiller vos oreilles encore une fois. Et ce n'est pas peu dire, car vous allez beaucoup m'entendre dans cet épisode. Mais avant, je vous propose de découvrir Maya Truffaut. Avec Maya, vous allez découvrir son métier méconnu, plein d'a priori, et vous allez sans doute changer votre regard sur le métier de critique d'art. Il y a une forme d'isolement et de solitude. Alors parfois ça peut être décourageant, parfois on est très surpris et des fois il y a beaucoup de joie aussi. Pour l'interview principale, celle de la 2e rubrique, j'ai cédé le micro à l'artiste Diefa, que vous avez découvert dans l'épisode 1 de cette saison 4. Et j'ai donc vécu l'épisode de l'arroseuse arrosée, puisque c'est mon interview. Une belle expérience dans laquelle je livre pas mal de détails personnels. Lève le voile de la pudeur. Pourquoi écrire et comment ? Pour moi, écrire au départ, ça a toujours été pour penser des blessures. Ça a été thérapeutique. Comme je le disais au départ, j'ai toujours été une enfant solitaire, mais j'étais aussi une ado solitaire et jusqu'à quelques années très solitaire. Bon, vous aurez la suite tout à l'heure. Et puis pour clore cet épisode, eh bien ce sera avec Marion Lorgnet de Théâtre en 1001 lieux et cette fois-ci, elle va nous apprendre 8 détails à connaître sur Edmond Rostand. Allez-y, en coulisses. Je m'appelle Maya Truffaut et je suis critique d'art. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie et que vous répondez « je suis critique d'art », en général, les réactions en face, c'est quoi ? Alors, souvent, les gens ne comprennent pas, ou alors ils me disent « oh, madame !» Bon, il y a vraiment, voilà, l'idée je pense, de la critique d'art un peu, voilà, qui se parisien prend bobo, je ne sais quoi, ouais, voilà, parisien bobo, ou alors vraiment, ouais, il y a l'idée de la critique d'art qui va descendre un artiste, forcément, dire que ce qu'il fait c'est nul, le comparer à d'autres artistes, et j'essaye d'expliquer à chaque fois. C'est pas mon rôle, moi, aujourd'hui, de faire ça. Et c'est juste que c'est vrai que le terme porte vraiment à confusion, je pense. Ouais. Mais donc, et puis il y a cette image. Mais bon, j'essaye à chaque fois d'expliquer, voilà, il y a un travail de médiation aussi autour du terme de... Exact, oui. Mais justement, ça m'intéressait de savoir quelle était cette réaction, parce que c'est vrai que c'est pas un métier qu'on connaît très bien, dont on parle assez peu, en fait. C'est quoi exactement être critique d'art ? Je pense que critique d'art, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, on a un peu la vision 19e du critique d'art engagé qui défend des artistes. Je pense que c'est une profession et une activité qui a pas mal évolué. Et aujourd'hui, alors il y a différents types d'écoles et différents critiques, mais en tout cas, moi, ma critique d'art, c'est pas forcément émettre des jugements, dire si ce que le travail d'un artiste est bon ou mauvais, mais plutôt accompagner et soutenir son travail dans le sens où on va lui apporter, je vais lui apporter un soutien théorique.
Généralement, les artistes qui font appel à moi ont besoin de quelqu'un pour théoriser des expositions ou expliquer leur travail de façon assez littéraire. Je ne sais pas si on l'a précisé, j'ai pas l'impression, mais vous êtes critique d'art contemporain. Ça, c'est important. Du coup, moi, j'ai envie de vous poser la question, quelle est votre histoire personnelle avec l'art contemporain ? Parce que l'art contemporain, pour le grand public, on va dire, c'est parfois un peu nébuleux, parfois compliqué à appréhender, en fait. Il y a souvent une relation rejet, comme ça, incompréhension. Mais du coup, je suppose que pour être critique d'art contemporain, il faut un peu s'y connaître, peut-être avoir un peu baigné dedans. C'est quoi votre histoire personnelle avec l'art contemporain ? Alors pour moi, ça a toujours été assez naturel, l'art contemporain, parce que je viens d'une famille d'artistes. C'est vrai que mes 2 parents sont artistes, mes grands-mères, mes arrière-grands-parents, même si c'est pas de l'art contemporain, mais je veux dire, j'ai toujours évolué dans l'art finalement, avec donc des artistes vivants, et à essayer de comprendre, de regarder, d'avoir un regard extérieur, de toujours entendre parler d'art aussi par mes parents, ou de débats autour de l'art. Et c'est vrai que moi j'ai pas une pratique artistique, pas énormément. Enfin, je me revendique pas artiste, et j'ai toujours voulu du coup essayer de comprendre ce que faisait ma famille, les amis de ma famille, mes amis aussi au fur et à mesure. Et donc en fait j'ai fait des études d'histoire de l'art moderne et contemporain. Donc au début c'était pas forcément de l'art contemporain, j'ai retracé toute l'histoire de l'art, et puis j'en suis venue à me spécialiser dans l'art contemporain parce que c'est moi ce qui m'interpelle le plus, ce qui m'interroge, et j'aime apprendre des nouvelles choses. Donc moi je m'arrête pas à la façade de l'art contemporain qui peuvent rendre certaines personnes, qui semblent hermétiques, mais au contraire j'essaie toujours de comprendre, donc de ne pas émettre de jugement avant d'avoir compris. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, c'est pour interroger les artistes, essayer de comprendre pourquoi ils font ce genre de choses, quelle est la pensée derrière, quel est le concept. Parce que des fois, il y a des œuvres qui peuvent sembler vraiment incompréhensibles. Et en fait, elles veulent dire beaucoup de choses. Et des fois, elles suscitent des émotions, elles choquent. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi est-ce que ça choque, pourquoi est-ce que ça crée des émotions chez le public, qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'artiste. Et c'est ce qui me passionne dans l'art contemporain. Mais l'art contemporain, c'est très large aussi. Il y a la vision, comme vous dites, qui peut un petit peu effrayer le public, qui lui semble incompréhensible, conceptuel. Mais en fait, l'art contemporain, c'est très large. Ça comprend beaucoup d'artistes, ça comprend aussi de l'art figuratif. Voilà, c'est très large. Vous, Maya, vous débutez en tant que critique d'art. Est-ce que votre perception de l'art contemporain, même si vous avez baigné dedans depuis assez longtemps, on l'a bien entendu, mais est-ce que votre perception de l'art contemporain a évolué depuis que vous avez commencé votre métier ? Oui, je pense forcément. Je pense qu'on évolue tous dans notre manière de voir et d'aborder les choses aussi, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec mes études et puis en travaillant avec des artistes. Donc je pense que ma manière de voir et de comprendre les choses, je me suis tournée aussi vers des formes d'art que je me serais pas forcément tournée beaucoup plus tôt. C'est comme je vous l'ai dit, j'essaie toujours de comprendre. Donc voilà, je pense que ma perception forcément a évolué et continue d'évoluer au fur et à mesure de mes rencontres. Donc, justement, comment vous travaillez ? Est-ce que ce sont des galeries d'art qui font appel à vous ? Est-ce que ce sont les artistes qui s'adressent directement à vous ? Comment vous travaillez en fait ? Alors, la plupart du temps, ce sont des artistes qui se tournent directement vers moi quand ils ont besoin d'un texte. Et en fait, ils font souvent appel à moi dans le cadre d'une exposition dans une galerie d'art ou un centre d'art, ou même avec des musées. Et dans ce cas-là, en fait, ils profitent du budget en fait alloué à l'exposition et pour faire appel à un prestataire extérieur, du coup critique d'art. Donc voilà, donc c'est sur commande, et alors ça peut être des structures qui me contactent directement, mais ce sont généralement les artistes qui ont mon contact et voilà, qui veulent travailler. D'accord. En général, ce sont des artistes que vous connaissez déjà ou que vous découvrez complètement ? Alors, j'ai déjà travaillé avec des artistes que je connaissais déjà, mais c'est souvent des artistes que je découvre complètement
parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc des artistes avec qui j'ai travaillé, qui ont parlé à d'autres artistes et qui se sont fait passer le mot finalement. Et c'est comme ça que j'en viens à découvrir leur travail au moment de collaborer avec eux. Un artiste s'adresse à vous, il a une exposition à faire découvrir et à défendre aussi. Comment ça se passe un peu les coulisses de tout ça ? Pour moi, c'est indispensable de bien connaître l'artiste avant, parce que voilà, pour moi c'est essentiel. Je veux pas passer à côté et mal interpréter, surinterpréter. Donc pour moi, les discussions, pas une seule, mais même souvent plusieurs discussions sont indispensables. J'aime bien prendre le temps soit de rencontrer, soit de discuter longuement au téléphone, de voir les œuvres, soit en vrai, soit pas mal de photos, de visuels. Et en fait, je vais vraiment préparer des questions, essayer de comprendre l'artiste, sa façon de penser, de réfléchir, de voir les choses. Puisque finalement, mon travail en tant que critique d'art, ça va pas juste être d'expliquer, mais essayer vraiment de mettre des mots sur le concept de l'artiste. Parfois, ils pensent à des choses, ils ont des pensées, mais ils vont pas réussir à formuler vraiment avec des mots auprès du public. Ça va être mon rôle finalement de transmettre ça par écrit. Il me semble, vous allez me dire si je me trompe, que l'écriture d'une critique d'art est différente de l'écriture journalistique ou d'une écriture romancée. Peut-être qu'il existe même des protocoles précis pour la discipline de critique d'art. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des protocoles, mais c'est sûr que c'est différent de l'écriture journalistique, puisque je dirais que c'est moins... comment dire, c'est moins vulgarisé. Je dirais que c'est plus un exercice littéraire. Et comme je disais, c'est vraiment l'idée de réussir à transcrire par l'écriture une démarche artistique. C'est une forme de création littéraire aussi, qui se fait en parallèle du travail de l'artiste. Donc c'est vraiment deux créations en parallèle, deux types d'art qui viennent se confronter et se mettre en valeur mutuellement, finalement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent. C'est pas vraiment une écriture de présentation du travail de l'artiste, mais plus une création complémentaire, on va dire, qui vient mettre en valeur le travail de l'artiste, l'expliciter de manière littéraire. Du coup, ces critiques, on les retrouve où ? On les retrouve dans le catalogue d'exposition, on le trouve à côté des œuvres. Elles se retrouvent où, vos critiques ? Alors c'est ça, souvent ce sont dans les catalogues d'exposition, des fois ça peut être des textes qui sont directement présentés dans l'exposition, dans les murs ou à l'entrée de l'exposition. Après on peut les retrouver même sur internet, dans les archives, donc sur les sites des artistes, ou même j'ai travaillé donc avec plusieurs artistes qui sont référencés sur documents d'artistes. Donc ce sont des textes qui servent à mettre en valeur leur travail après par la suite ou expliciter. Ça leur donne un appui critique parce que c'est indispensable aujourd'hui pour les artistes d'avoir des textes de référence, donc rédigés par des critiques d'art quand ils veulent démarcher des critiques d'art, enfin des galeries. Voilà. Elles servent donc ces critiques au moment de l'exposition vers les publics, mais elles ont aussi derrière toute une autre vie. Elles sont une forme de ressource ensuite pour les artistes. Exactement, c'est ça. C'est des textes ressources. Donc c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, des textes qui vont encenser nécessairement le travail de l'artiste, mais ça vient expliciter et théoriser son travail. Donc pour eux, c'est vrai que c'est une vraie ressource quand ils veulent présenter leur travail auprès d'un galeriste pour montrer qu'il y a eu une réflexion derrière, en parallèle, qui accompagne leur travail. Est-ce que vous avez eu des moments difficiles ou surprenants dans votre pratique de toute jeune critique d'art ? Oui, difficile, je pense qu'il y en a parce qu'il y a une forme d'isolement. Oui. Déjà, c'est une micro-entreprise, c'est difficile de se faire connaître et j'ai encore des difficultés aujourd'hui à me faire connaître parce que je suis indépendante, je travaille seule. C'est difficile de savoir, d'avoir toutes les connaissances, toutes les codes, tous les réseaux aussi. Donc ça, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça se joue beaucoup de bouche à oreille. Et il y a une forme d'isolement et de solitude. Alors parfois ça peut être décourageant, parfois on est très surpris, et des fois on est il y a beaucoup de joie aussi quand on est contacté par pas mal d'artistes en même temps qui s'intéressent à notre travail, qui nous remercient. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude envers les artistes qui
qui prennent le temps de me dire qu'ils apprécient mon travail, qui me disent que j'ai réussi à mettre vraiment des mots sur leurs ressentis, sur des choses qu'ils avaient jamais formulées. Et c'est ça qui me donne envie de continuer, même si parfois ça peut être décourageant parce que ça peut être assez précaire et difficile quand on débute de garder espoir finalement et de se faire connaître de plus en plus. Ah oui, alors ça c'est personnellement quelque chose que je n'imaginais absolument pas sur ce métier-là, que c'était un métier plus solitaire et toutes ces difficultés que vous évoquez. Du coup, est-ce que vos rapports avec les artistes, vous avez déjà noué par exemple des histoires d'amitié avec les artistes? Est-ce que vous gardez contact après avec eux? Oui, bien sûr. J'essaie toujours de garder contact et ça m'est arrivé de travailler plusieurs fois avec les mêmes artistes. Je pense à une artiste, Margot Fontaine, avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises et qui j'avais travaillé encore l'année dernière sur un texte d'exposition. J'ai vu évoluer sa pratique et sa démarche aussi, et c'est intéressant de voir qu'on s'intéresse aussi souvent aux mêmes questions. Oui. Et quand elle a fait appel à moi, à me dire je sais que tu comprends mon travail, je sais que tu vas réussir à mettre des mots, ça me fait toujours plaisir. Et je pense que c'est comme ça que naissent de vrais liens finalement, des affinités avec les artistes. Même récemment, j'ai retravaillé avec une association qui s'appelle Art Mercator. J'avais déjà travaillé avec eux et ça me fait toujours plaisir en fait quand on me ressollicite. Oui. Et qu'on montre qu'on me fait confiance, Carrément, finalement. c'est valorisant en tout cas. Oui. Vous allez au vernissage des expositions? Oui. Alors parfois c'est plus compliqué parce que je travaille aussi avec des artistes qui sont à l'autre bout de la France. En fait, je travaille pas forcément avec des artistes qui sont autour de moi. En fait, souvent c'est des artistes même qui sont à distance et avec qui je travaille essentiellement par téléphone. Alors quand je peux y aller, j'y vais. Parfois j'y vais pas, mais on m'en fait des comptes rendus détaillés des expositions, on m'envoie plein de photos, les textes, retours des publics. Donc j'essaye d'y aller quand je peux, mais parfois c'est plus difficile quand c'est à l'autre bout de la France et que je peux pas forcément y aller. Effectivement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir travailler sur une œuvre que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas, malgré toutes vos recherches et tous vos efforts et toutes vos discussions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parfois, c'est un peu difficile. Et du coup, mon rôle, c'est pas donc de descendre l'artiste ou au contraire d'encenser son travail alors que il y a certaines pièces que je ne comprends pas ou que je n'aime pas particulièrement. Et donc, je vais vraiment dans ce cas-là, si je bloque un peu, je vais vraiment poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi, essayer de comprendre les références, ce qui se cache derrière la tête de l'artiste. Et finalement, le fait de comprendre, de chercher à comprendre, ça m'aide à apprécier plus l'œuvre aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a, c'est pas forcément facile. Et puis il y a des artistes qui sont pas, qui communiquent pas tellement, qui restent très vagues. Et donc il y a quand même un travail d'interprétation. Et après, bon, j'ai fait des études d'histoire de l'art et il y avait beaucoup de travail d'analyse, travail de rédaction de notices d'œuvres, donc j'ai toujours ce regard un peu extérieur aussi qui me permet d'émettre une interprétation. Mais parfois c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, la plupart du temps, les artistes qui me sollicitent, j'accepte pas n'importe quoi et j'accepte je travaille avec des artistes où le travail me parle. Bien sûr. Un minimum. Oui, c'est quand même plus facile. Mais justement, à l'inverse, est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir un énorme coup de cœur sur le travail d'un ou d'une artiste et du coup de vous apercevoir que votre critique, elle est peut-être un peu trop personnelle? Je pense que ça, on peut le sentir quand j'aime vraiment. Alors, je vais pas dire que c'est exceptionnel ou utiliser plein d'adjectifs, mais ça se sent parce que je pense que c'est des textes où je m'investis plus. Je m'investis beaucoup plus, c'est beaucoup plus détaillé, ça peut être aussi plus long. Et je pense qu'on le sent dans le style littéraire aussi, parce que c'est beaucoup plus poussé. Il y a des textes dont je suis le plus fière, c'est pour les expositions ou pour les œuvres qui m'ont le plus plu, parce que je me suis beaucoup investie et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé beaucoup de temps, et je pense que forcément ça se ressent plus.
Maya, on va bientôt arriver à la fin de notre échange. Une question, est-ce que dans le futur, vous aimeriez explorer d'autres domaines artistiques ? Moi, j'ai pas vraiment d'expertise et de spécialité dans l'art vivant, par exemple, même si c'est des choses qui m'intéressent, mais je me sens plus à même de parler donc de ce que j'ai appris et étudié dans ma formation en histoire de l'art. Donc je pense que je vais m'en tenir à l'art contemporain, mais j'aimerais pouvoir développer d'autres spécialités dans le sens sortir forcément juste de l'écriture, mais développer plus le commissariat d'exposition, puisque c'est ce que je fais un petit peu parfois quand je fais des textes d'exposition, comme je donne je commence une réflexion sur du travail de l'artiste. Parfois, j'aiguille aussi sa réflexion personnelle autour de l'exposition. Il réfléchit l'exposition en même temps que moi. Donc, je fais en quelque sorte déjà du co-commissariat d'exposition. Et donc, j'aimerais vraiment continuer ce que j'ai déjà pu faire aussi en même temps que mes études. Voilà, d'exposer des artistes, les sélectionner et en plus d'écrire, de présenter leurs œuvres autour d'une réflexion critique et une réflexion de commissaire d'exposition. Voilà. Est-ce que vous avez un site, un blog, quelque chose où on peut retrouver une sorte de compilation de vos meilleures critiques? Je sais pas si vous avez ça en place. Alors, j'aimerais pouvoir lancer un site internet parce que la question se pose de comment présenter ces textes, puisqu'on peut retrouver sur des sites différents, sur les sites des artistes, sur le site documents d'artistes. Mais j'aimerais bien avoir un site personnel, donc il faut que je mette ça en place. Mais en attendant, j'ai créé un compte Instagram. Je suis pas très active, mais j'aimerais l'être davantage. Donc qui porte le nom, donc mon nom, Maya Truffaut. Et voilà, j'ai commencé à partager sous forme d'archives en fait certains de mes textes accompagnés des visuels des expositions ou des visuels des œuvres des artistes. Et j'aimerais le développer de plus en plus parce que j'ai encore pas mal de textes à partager que j'ai pas encore eu l'occasion de partager, mais voilà. Ok, donc moi je mettrai bien évidemment le lien vers ce compte Instagram. Comme Merci ça, voilà, les personnes pourront se rendre compte de ce que vous faites, de ce que vous écrivez, et peut-être même titiller leur curiosité, avoir envie d'aller voir les artistes s'ils sont exposés pas trop loin de chez eux. Okay. Voilà, merci Maya en tout cas de nous avoir parlé de votre métier et très bien d'ailleurs, c'était très clair et très intéressant. J'ai appris pas mal de choses moi. Voilà. Merci à vous pour l'invitation, merci de m'avoir donné la parole. C'est vrai que c'est la première fois que j'endosse ce rôle. C'est souvent moi qui pose les questions aux artistes et c'est vrai que c'était un nouvel exercice d'être l'interviewée. Et j'ai apprécié ça. C'est intéressant de parler de cette profession ou cette activité. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est bien d'en parler et de faire connaître un peu plus ce que je fais. Eh ben, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voici la deuxième rubrique du podcast, une interview particulière puisque c'est la mienne. Alors non, je n'ai pas un ego surdimensionné au point de me mettre en vedette dans mon propre podcast. Ce ne sont pas les coulisses de l'histoire. Les coulisses, c'est tout simplement que je n'ai pas trouvé d'invité pour cet épisode. Ça m'arrive rarement, ce n'est même d'ailleurs jamais arrivé, mais voilà, c'est arrivé. Et dans une conversation, Diefa a émis l'idée que Marion et moi, nous pourrions être interviewés. Alors Marion a déjà été interviewée dans l'un des épisodes du podcast. Vous trouverez d'ailleurs le lien de cette interview super intéressante dans la description. Et du coup, il restait moi. Alors j'ai beaucoup hésité avant d'accepter la proposition de Diefa et j'ai fini par accepter. C'était un vendredi d'automne, il faisait très beau. Et dans le métro, sur le chemin, quelqu'un écoutait un vieux tube de Boney M. Et quelque temps après, c'est une maman qui chantait une berceuse à sa petite fille. Et je me suis dit que ce rendez-vous d'interview avec Diefa, dans ce petit studio cosy de Tsipora à Paris, que ce rendez-vous d'interview allait ressembler à ça, joyeux et tendre. Et c'est ce qui s'est passé. Le trac, je l'avais, mais différemment, parce que cette fois, en arroseuse arrosée, c'était moi l'interviewée. Et durant le montage, j'ai remarqué que ma voix
s'était naturellement placé plus bas, sur ce ton qu'on prend quand on fait des confidences. Et des confidences, j'en ai fait plein. Alors je vous les offre comme des cadeaux pour chatouiller vos oreilles. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Diafa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors d'abord, je voudrais te remercier de me donner l'opportunité de te rendre l'appareil. Tu es d'habitude celle qui pose les questions et aujourd'hui, pour cet épisode spécial, tu m'as donné le loisir, le plaisir et l'honneur d'être ton intervieweuse. J'ai une toute première question. Avant de commencer, quel effet ça te fait de passer de l'autre côté de la barrière ? C'est assez étrange en fait. Et ce que j'ai expérimenté là en venant au studio, c'est le trac. J'ai toujours le trac, moi, avant une interview. Mais là, c'est un trac particulier. Parce que du coup, je me pose plein de questions. Ben justement, mais quelles questions m'attendent ? Est-ce que je vais répondre de manière bien, correcte, intéressante ? Qu'est-ce que j'ai à raconter aussi ? Voilà, je me pose plein de questions comme ça. Et en même temps, il y a un côté aussi très confortable. C'est-à-dire que c'est toi qui mène la danse. Pour une fois, c'est pas moi qui suis aux commandes. Donc je vais me laisser piloter. Ah ben, je suis ravi de piloter, de mener un peu la danse des mots. Oui. Pour faire une petite référence à ta compagnie. On va rentrer un petit peu dans les coulisses. Je vais tenter, en tout cas, d'entrer dans les coulisses. Et on va commencer à parler de toi. Aïe. Je compte sur toi pour enlever un peu le voile de la pudeur et me faire confiance. Allez-y. Donc tu es une autrice, tu es metteuse en scène, c'est ce que j'ai découvert sur toi en cherchant, et pas que, mais on développera plus tard. En tant qu'autrice, j'ai vu que tu as commencé par un recueil de nouvelles, Variations. J'aimerais bien un petit peu que tu nous parles de Variations, d'où est venue cette création. Variations, c'est un recueil de nouvelles que j'ai écrites quand j'étais ado, en fait. J'ai toujours beaucoup écrit. Toujours. J'étais une enfant plutôt solitaire, très solitaire. Et pour m'occuper, j'avais l'espace de ma chambre. Et je lisais beaucoup à cette époque-là. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordis. Voilà, c'était vraiment un autre temps. Et donc, j'avais la lecture. Et puis, toutes ces histoires, je lisais vraiment de tout. Vraiment, tout ce qui me passait sous la main. Et un jour, j'ai eu envie d'écrire mes histoires à moi. Et donc, j'ai commencé à mettre comme ça des mots, et puis petit à petit, voilà, ça a fait des histoires, et j'ai plongé dedans, mais je passais des heures, des week-ends enfermés dans ma chambre, et ça a continué quand j'étais ado, et puis ça a continué quand j'étais jeune adulte, et je passais vraiment mon temps à écrire. Et la forme de la nouvelle, c'est venu naturellement, en fait. La nouvelle, c'est une technique d'écriture qui est très particulière parce qu'il faut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il faut être tout de suite percutante, il faut attraper tout de suite le lecteur ou la lectrice. Et ça, j'aimais bien. Et donc, j'écrivais beaucoup et je prenais des notes tout le temps. Il y a certaines nouvelles dans ce recueil Variations qui ont toute une histoire, en fait. Il y en a une, elle vient du fait que pendant 3 ans, j'ai fait un aller-retour entre la banlieue et Porte de Clignancourt, et je me tapais toute la ligne 4. J'avais le temps d'observer les gens, de voir ce qui se passait, ce qui se disait. J'ai assisté à des scènes formidables. Et voilà, en fait, comment est né ce recueil. Mais voilà, j'ai toujours écrit, et un jour je me suis dit, tiens, j'ai plein de petites nouvelles comme ça, je vais les assembler. Et il faut savoir que ces nouvelles, à l'époque, je les collais dans les mains de presque n'importe qui. C'est limite si je les proposais pas à ma boulangère. Évidemment que j'aimais quand on me disait, j'ai adoré telle ou telle nouvelle, oh là là, c'était chouette et tout. Mais à la limite, je m'en fichais un peu. Je voulais juste qu'elle soit lue. C'est un peu comme des gosses que tu fais sortir de toi, et après, elles vivent leur vie. Après, les gens les aiment ou les aiment pas. Mais en tout cas, je les ai écrites et je les ai offertes. Peut-être que tu vas trouver que tu as déjà répondu à cette question. Pourquoi écrire intrinsèquement, intimement, pourquoi écrire et comment? Donc,
Lève le voile de la pudeur. Pourquoi écrire et comment? Pour moi, écrire au départ, ça a toujours été pour penser des blessures. Ça a été thérapeutique. Comme je le disais au départ, j'ai toujours été une enfant solitaire, mais j'étais aussi une ado solitaire et jusqu'à quelques années très solitaire. Je garde ça en moi d'ailleurs, hein. J'ai un côté sauvage. Je mets pas mal de barrières, même souvent parfois avec mes amis proches, intimes. Et donc écrire en fait, ça a toujours été ça. Ça a été d'abord faire sortir la noirceur de moi. Et donc j'écris donc très souvent la nuit, la nuit, parce que c'est propice à l'écriture, avec une énorme théière de thé bien évidemment. Je considère après que c'est une fois que c'est sorti de moi, je considère que c'est une sorte de pâte à modeler en fait, et je vais faire en sorte que ce ne soit plus que moi, que mon mal-être ou que mon chagrin du moment, ou voilà. Mais je vais essayer de le travailler pour que ça devienne un objet artistique, pour que ça devienne plus universel, en fait, pour que des personnes puissent s'y retrouver ou pas. Et c'est comme ça, par exemple, que dans ma première pièce de théâtre que j'ai écrite, Spirale, elle est très autobiographique, mais si on ne me connaît pas, on ne peut pas le savoir. Et même les gens qui me connaissent, par exemple les 2 comédiens qui ont joué dans cette pièce, qui sont quand même très proches de moi, Guy Chouraki et Magali Godin, je tiens à les citer, ont découvert plein de choses en fait, ne savaient pas. Parce que les mots, tu peux les enrober, tu peux leur mettre un papier cadeau autour, ou tu peux les faire dévier un petit peu de la trajectoire de ton cœur, quoi, la mettre un petit peu sur une autre, et du coup, l'histoire elle est là, elle se tient, mais ça brouille les pistes. Les gens savent plus que c'est toi, et ça reste une histoire dans laquelle les autres peuvent se reconnaître ou être touchés. Et en même temps, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, ouais. Absolument. Puisque tu parles de Spirale, effectivement, t'es donc autrice et metteuse en scène de cette pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui mêle le théâtre et la danse. Mmh. J'ai vu 3 questions qui sont posées, en tout cas, dans la description. Oui. Je vais te poser, du coup, 2 de ces questions. C'est drôle. Les 2 premières questions qui sont vraiment liées et que j'ai trouvées, qui sont écrites presque dans la description, c'est qui suis-je et quel est mon libre choix? Mmh. Alors, Isabelle, qui es-tu et quel est ton libre choix? Ah la vache, oui. Ah oui, tu me poses vraiment ces 2 questions-là. Qui suis-je? Qui suis-je? Eh ben, en fait, je suis plurielle. Je pense comme pas mal d'entre nous. Parce qu'il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, ce côté ombre, ce côté lumière, ce côté lumineux, ce côté plus secret, plus caché. Je pense que les gens qui gravitent autour de moi dans les différentes sphères, la famille, les amis, le professionnel, la compagnie, je pense que chacun doit avoir une image de moi. Mais je pense que tout ce kaléidoscope-là fait que c'est moi. Ouais, j'ai envie de dire que je suis plurielle et même moi, parfois, je m'étonne dans certaines situations. Et parfois, je me dis, waouh, t'as été capable de ça. Waouh, en fait, là, tu réagis comme ça. Bon, mais j'ai beaucoup changé. J'arrête pas de dire que j'étais très solitaire, très sauvage, etc. Je le suis beaucoup moins parce qu'il faut se bousculer un peu. Je pense qu'on peut pas atteindre ses rêves si on reste dans son coin toute seule. À un moment, faut se frotter aux autres, même si des fois c'est pas agréable, même si on tombe sur des gens qui te payent en indifférence. Il faut avancer quand même et se dire que voilà, si je veux créer, si je veux être, si je veux exister, si je veux avoir une place dans ce monde, il faut s'impliquer un peu, il faut y aller. Donc, il faut sortir du cocon de sa chambre ou de son bureau actuellement. Et y aller. Donc oui, qui je suis? Je suis. Mais tout ça, ça fait moi. Voilà. Et du coup, il y a un petit peu de la réponse dans ce que tu viens de me dire, mais rapidement, quel est ton libre choix? Mon libre choix, je l'ai gagné ces dernières années. Pendant très longtemps. Et malheureusement, j'ai parfois encore ce petit truc. Pendant très longtemps, je me suis laissée conduire par ce qu'on devait être, ce qu'on devait représenter, les chemins qu'on devait prendre.
C'est aussi un petit peu ce dont je parle dans Spirale d'ailleurs. Il y a un personnage qui a toute une tirade là-dessus. Pendant très longtemps, j'ai cru que le chemin de vie idéal, en tout cas qu'on devait avoir, c'était évidemment d'avoir un métier, d'avoir un toit, d'avoir un mari, des enfants, donc de se marier, enfin tu vois, d'avoir un peu cette vie-là. Moi, ma famille, elle est portugaise, catholique, donc il n'y avait pas d'autre choix de vie, c'était ça. Et puis moi, je voyais les gens de ma famille, mes cousines, se marier, avoir des enfants, et c'était ça la vie. Et moi, on me disait ça. On me disait, mais quand tu auras un mari, quand tu auras des enfants, voilà, j'imaginais pas autre chose. Donc pendant très longtemps, je me suis conformée à suivre ce chemin-là. Donc effectivement, je me suis mariée, et alors avec la robe meringue, l'église, les 120 personnes, les gens qui viennent du Portugal, bon, etc. Truc très traditionnel. J'ai eu un enfant, Diwan, je t'aime, mais tu vois, ce chemin comme ça tracé. Et les regards que les autres pouvaient avoir sur moi. Il faut toujours être bien coiffé, bien habillé, il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça. Et il y a que depuis quelques années que je me suis dit, attends, mais c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Tu vois ? Absolument. Et je suis encore sur ce chemin-là. J'ai encore des barrières par rapport aux regards qui peuvent me paraître parfois très très blessants, ou voilà, ou que j'interprète en tout cas mal. Mais je m'en libère, et en fait, quand je me retourne sur mon passé, là, même récent, je me dis waouh, c'est bien. Je suis contente. Bravo pour ce chemin que je comprends très très bien. Je voudrais continuer sur tes créations. On a parlé de tes qualités d'autrice et de metteuse en scène. Tu as aussi été interprète dans un seul en scène. Oui. Un seul en scène mêlant le théâtre, la langue des signes et la danse, qui s'appelle Pink, d'amour et de rose. Ouais. Il y a eu 3 ans de création. Ouais. Ce qui est un temps, on va dire. Ouais. Je vais pas le définir, mais qui est un vrai temps. En tant que créatrice, je comprends complètement. Oui. Tu dis que ça a été un défi personnel et artistique. Est-ce que tu peux expliquer ça, ce défi personnel et artistique ? Alors, défi personnel déjà d'être seule en scène. Moi, je viens pas du monde du théâtre. Je viens du monde plus de la danse. J'ai fait énormément de danse. Et du coup, me retrouver seule sur scène, t'es seule, quoi. T'as pas quelqu'un pour te récupérer ou pour te donner la réplique ou pour détourner les regards aussi parfois. Donc ouais, ça a été un vrai défi. Et aussi le fait que ça mette en scène beaucoup le corps. Parce que je danse beaucoup dans ce spectacle. Le fait que ce soit mes propres mots, d'une certaine manière aussi ma propre histoire, même si les gens ne le savent pas, peu importe, mais c'est aussi moi là-dedans. Et surtout les regards, ça a été très compliqué parce que je vais révéler un petit truc du coup. Passer d'une petite taille 38 à tout d'un coup à beaucoup plus que du 38, avec des kilos qui s'installent et qui te transforment, c'est pas évident. C'est pas facile du tout. Je l'ai très très mal vécu. Je le vis pas toujours très bien encore. Je commence à apprivoiser. Mais du coup, être seule sur scène, à danser, à bouger, à pleurer, à crier, à me rouler par terre, parce qu'il y a tout ça aussi dans le spectacle Pink d'amour et de rose, c'était pas évident. Mais je l'ai fait. Bravo, bravo de l'avoir fait. Mais je l'ai fait. C'est dur en plus. Ouais. Je vais revenir du coup à la 3e question que j'ai trouvée au sujet de Spirale. Qui est mon amour idéal ? C'est une question. Donc je vais pas te poser cette question. Qui est mon amour idéal ? En revanche, je voudrais te demander qu'est-ce que l'amour pour toi et quelle place a l'amour dans ta vie ? Une place énorme. Je me rends compte que je cherche toujours une forme d'amour chez les autres. Toujours. Donc pour moi c'est extrêmement important. Et l'amour, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être l'amitié, c'est de l'amour, c'est une forme d'amour. La bienveillance,
c'est une forme d'amour. Après, il y a différents degrés dans l'amour, mais pour moi, ça prend une place énorme. Et je dois bien avouer que depuis que j'ai rencontré celui que j'appelle Mr. Wonderful, qui m'a passé cette jolie bague au doigt, ça m'a réconciliée avec les histoires d'amour. Merci. C'est pas évident de parler d'amour en plus, donc. Non. Je te remercie de cette réponse. Entre Spirale et entre Pink d'amour et de rose, quel est le lien entre l'expression artistique des mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X? Et du coup, comme tout à l'heure, tu as parlé de penser les choses au terme de soigner. Et du coup, de penser, je trouve que cette question est d'autant plus à propos. En fait, dès la première pièce Spirale, où il y a 3 solos dansés et une danse commune aux 3 personnages, et puis dans Pink d'amour et de rose, et puis très certainement dans autre chose qui va arriver, et aussi dans les ateliers que je peux proposer parfois. Ce que je dis, c'est que à un moment, pour exprimer les mots M-A-U-X, les mots M-O-U-T parfois ne suffisent plus. Il faut réussir à s'exprimer autrement. Et moi qui ai quand même un parcours de danse, c'est mon moyen d'expression en fait spontané. Et donc voilà, c'est ça pour moi l'articulation. C'est-à-dire que à un moment, quand je n'arrive plus à trouver les mots justes pour dire, pour exprimer, pour créer, je passe le relais au corps. Et le corps, ça ment pas. Et j'utilise la langue des signes. Alors c'est un long apprentissage. Je me suis toujours intéressée à la langue des signes depuis que je suis petite. Et il y a que depuis 3 ans que je m'y mets vraiment, que je prends des cours, que j'apprends. Mais la langue des signes, en fait, pour moi, est un matériau chorégraphique. Peut-être que malheureusement la communauté sourde ne serait pas heureuse de ça, mais ceci dit, maintenant il y a un courant qui s'appelle le choré-signe, qui est tout à fait dans la mouvance de ce que je fais. Voilà, je faisais du choré-signe sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et ça permet tout simplement d'exprimer autrement ce que l'on a en soi, ce qu'on veut faire passer. Et puis ça donne aussi d'un point de vue artistique, après, d'un point de vue plus léger, ça donne aussi souvent des respirations aussi dans le spectacle. Tu parles là du coup ici de choré-signe. Dans mes recherches sur toi, j'ai vu qu'à un moment, au sujet de cette pièce, tu disais que tu ne considérais pas que c'était du chant-signe. Non. Du coup ici, pour toi, quelle est la différence? Ou peux-tu nous expliquer un petit peu la choré-signe, le chant-signe? Oui. C'est différent en fait. Le chant-signe, c'est le fait de signer en priorité pour des personnes sourdes, mais c'est de signer non seulement le texte d'une chanson, mais aussi le rythme et aussi toutes les émotions qu'il y a dans cette chanson. C'est pas de la traduction pure et dure, je te prends le texte, je te fais le texte en signe. Effectivement, ça se fait dans des concerts. Et d'ailleurs, j'ai assisté à un très beau concert de Letty et RMC quand ils travaillaient ensemble à l'époque. Et c'était très beau de voir, parce que ça réunit les entendants et les sourds. Voilà, il y a le chanteur, la chanteuse, et puis il y a le chansigneur ou la chansigneuse. Et c'est vrai que ça réunit et que tout le monde peut vibrer de la même façon au même moment en comprenant les paroles de la chanson. Mais moi, je préfère le choré-signe. Parce que dans le choré-signe, c'est d'abord la danse. C'est d'abord la danse et on s'appuie sur les signes. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, comme un matériau chorégraphique. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je fais beaucoup dans Pink. Il y a plein de mots en langue des signes, mais qui sont travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont soit exagérés, soit un petit peu prolongés, voilà. Et c'est ça le choré-signe. Et j'ai eu la chance de faire un petit stage avec Tumette Léon, qui est une artiste sourde, comédienne, et qui mène en France, c'est la plus connue, le choré-signe, qui est une discipline artistique encore work in progress, complètement. Dans tout ce que tu nous dis, la danse est très très présente, oui. À la fois dans ton interprétation finalement de la langue des signes, dans tes spectacles.
Et je trouve paradoxal que quelque part, j'ai trouvé cette phrase où tu dis « Je ne suis pas danseuse, juste une femme qui danse les mots ». Alors peux-tu m'expliquer à la fois ce paradoxe et d'abord que signifie cette phrase et ensuite le paradoxe qu'il y a avec toute cette place qu'a la danse dans ta vie? J'ai dit je ne suis pas danseuse parce que quand on dit je suis danseuse, ça veut dire que t'es pro, que tu en vis et que tu as aussi le physique qui va avec. Or moi, quand on me regarde, je n'ai plus un physique de danseuse et je danse beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais je considère que la danse, elle est partout en fait. Regarde les gens marcher. C'est de la danse. C'est la première danse, en fait, que l'on fait. Chacun a son rythme, chacun a son pas, chacun, les épaules, comment elles se placent, voilà. Les gestes du quotidien, c'est une danse aussi. La manière dont quelqu'un prend une tasse, la manière dont quelqu'un va se laver les mains, la manière dont quelqu'un va remettre en place une mèche de cheveux, c'est de la danse. Alors, c'est intéressant que tu fasses vraiment ce lien entre le quotidien et le corps au quotidien et la danse, puisque tu dis que la danse est la métaphore de notre façon d'agir dans la vie. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu peux développer cette phrase qui reste quand même assez mystérieuse? Moi, je trouve que regarder une personne danser, c'est très révélateur. C'est pas non plus magique, hein, ça va pas non plus la dénuder et dire cette personne est comme ça, la catégoriser, voilà, c'est pas non plus à ce point-là, mais je trouve ça toujours très intéressant de voir le rapport des gens, des personnes à la danse. Il y a des gens qui détestent danser, qui n'aiment pas ça, qui n'y vont pas. Et d'ailleurs, je trouve que chez ces personnes-là, dans la vie quotidienne, ils ont l'air même déconnectés de leur corps. Par contre, quand tu regardes quelqu'un danser, donc une personne qui aime ça, qu'elle danse bien ou qu'elle danse mal d'ailleurs, tu vois tout de suite comment elle prend la musique, comment elle vit les choses, comment elle prend le rythme, comment elle s'en empare, comment elle s'abandonne aussi à la danse ou pas. Est-ce qu'elle danse seule dans son coin, dans son délire, ou au contraire, est-ce qu'elle est avec les autres? Est-ce qu'elle va appeler les autres? Et alors, je crois que le plus délicieux et le plus révélateur, c'est la danse à deux. Alors là, c'est un vrai dialogue. Pas forcément amoureux. Ça peut l'être, effectivement. Parce que déjà, tu es très proche, tu peux des fois sentir le cœur de la personne, tu vois comment elle te tient, comment tu t'accordes avec elle ou pas. C'est un vrai dialogue. Je trouve que la danse, c'est merveilleux pour ça, quoi. Ça dit beaucoup, beaucoup de choses des personnes, en fait. Alors après, ça les... comme je dis, ils sont pas définis uniquement par leur façon de danser ou pas. Hein. Ce serait vraiment très caricatural et réducteur. Mais ça dit quand même beaucoup de choses. Ne serait-ce que la démarche. Rien que ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Je peux pas m'empêcher de le dire. Par rapport à la pièce Spirale, donc où tu es autrice et metteur en scène, il y a une troisième question qui est liée à ça, qui est mon amour idéal? Moi, par rapport à cette phrase, je me suis tout de suite interrogé sur qui est mon amour idéal. Le qui, en fait, m'a un petit peu gratté l'oreille. Parce que moi, la question, en tant qu'artiste, en tant que l'artiste que je suis, aurait été quel est l'amour idéal? Du coup, j'ai vu ici un lien à l'autre. Et du coup, ta place que tu te donnes dans ton lien à l'autre. Et en tant qu'artiste, quelle est cette place que tu te donnes? Comment tu vois ton lien à l'autre en tant qu'artiste? Alors, si tu veux déborder sur toi-même, tu peux. Mais là, en l'occurrence, comme on est dans l'entrée des coulisses, oui. Et que je te sais très pudique, je vais pas aller chercher trop loin non plus. Cette question, elle fait vraiment directement référence à un des personnages de la pièce dans Spirale. Moi, je me suis toujours sentie artiste, en fait. Moi, déjà, dans ma chambrette, je faisais des pestacles, toute seule, parce que mes parents s'en fichaient complètement. J'avais pas d'amis, donc je faisais pour ma poupée. Il y avait une poupée quand même qui était là pour mes représentations. Mais oui, je faisais des spectacles dans ma chambre, je faisais des tours de chant, je reproduisais des scènes que j'avais chopées sur la télé familiale, des scènes de films. J'aime créer, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dansé.
et j'aime bien ce travail de création. Est-ce que les autres me perçoivent comme ça ? Je ne sais pas. Je me rends compte que je ne sais pas très bien répondre à cette question. Parce que moi, je me sens artiste, je me définis moi-même comme ça, même si c'est pas mon métier à plein temps. Mais je le suis tout le temps, tous les jours. Après, dans les spectacles que j'écris, ce que j'essaye de soulever, c'est des émotions. Je reviens toujours à ça, en fait. C'est de toucher les autres, ceux qui veulent bien venir voir les spectacles. C'est de les toucher. C'est de leur faire vivre des émotions. Dans la perception que d'autres peuvent avoir de toi, puisque tu en parlais à l'instant, moi en te rencontrant, j'ai d'abord été contacté par une podcasteuse, intervieweuse. J'ai découvert, en grattant, en fouillant un petit peu, que tu étais une artiste. Donc moi en tout cas j'ai vraiment une perception de toi en tant qu'artiste, en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène, même si tu te définis pas comme une danseuse, moi j'ai vu une danseuse dans tout ton parcours, une interprète. Je me suis demandé, puisque cette auto-définition de danseuse, comme la façon dont tu te définis est flou, si je peux me permettre. Ouais. J'aimerais que tu essaies de me dire comment tu te définis en tant qu'artiste. Merci pour la question, merci pour l'avoir posée. J'en sais rien. En fait, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Tu vois de quoi je veux parler ? Voilà. Et que je pense que je me traîne dans pas mal de mes activités, en fait. Oui, j'ai fait énormément de danse. Dans tous mes spectacles, il y a de la danse, plutôt choré-signe, on l'a compris. Et en même temps, je me revendiquerai jamais comme danseuse. Oui, j'ai fait de la mise en scène sur ma première pièce de théâtre, sur un spectacle aussi avec mon ami et musicien Noun Yaré. Voilà, mais je ne me revendiquerai jamais comme étant metteuse en scène. Peut-être j'arriverai plus à me revendiquer comme autrice. Je pense que tout se résume au syndrome de l'imposteur. Et j'ai toujours l'impression qu'il faut que je prouve que je suis une artiste et pas moins bien que les autres. Et c'est pour ça que je fais en sorte que mes spectacles soient très travaillés. Après, les gens les reçoivent à leur manière, mais je pense que ce qui me blesserait énormément, c'est qu'on me dise « il n'y a pas beaucoup de boulot quand même, hein. Oh là là, c'est ni fait ni à faire, ça n'a pas l'air très abouti », parce que j'y mets tellement de temps et tellement d'exigences et tellement de défis personnels que je pense que vraiment ça me blesserait vraiment. Pour t'avoir un tout petit peu rencontré et pour avoir un petit peu gratté sur ton travail, du coup tout ce que tu me réponds aujourd'hui me donne quelque part un petit peu le droit d'aller chercher entre la légitimité et l'abnégation. Pour moi il y a vraiment un parallèle très perturbant chez toi, parce que d'un côté tout ce qui est de l'interprétation, tout ce qui est du toi de danseuse, d'interprète, etc. Le seul endroit où tu te considères vraiment comme artiste dans ce que tu viens de me dire, c'est autrice. Et finalement, tout ce qui est par rapport aux autres, alors que tu fais énormément de choses et que tu produis énormément de choses, on a l'impression, en t'écoutant, que tu ne t'accordes pas cette légitimité-là. En même temps, presque pour pousser encore cette légitimité questionnée, il y a autour dans ton univers une abnégation très forte. Mais du coup, j'aimerais savoir, ma question est floue, mais j'aimerais peut-être que tu dénoues un peu le flou de quelle est la légitimité, l'abnégation, et je reviens peut-être entre ce lien entre toi et les autres. Comment ça fonctionne tout ça dans ton travail artistique ? On est un peu sur la psychanalyse, tu m'excuseras. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais docteur, combien coûte cette consultation ? Non, mais en fait, tout ce que tu dis, je saurais pas répondre précisément, mais en fait, tout ce que tu me renvoies là me renvoie moi à quelque chose qui est très réel chez moi.
que même si j'aime être avec les autres et que j'aime les moments de partage et d'émotion, enfin voilà, d'être ensemble, j'ai profondément besoin d'être seule aussi. Et ça me renvoie à ça en fait, tout ce que tu dis, c'est-à-dire que moi je suis une solitaire, je suis une sauvage. Être parfois avec les autres est un effort. C'est affreux de dire ça parce que je vais passer pour une espèce d'asociale. Non, c'est pas affreux. Alors qu'en fait, je pense que quand je suis avec les gens, je suis vraiment avec eux. Je suis très heureuse d'être avec eux et je déconne beaucoup. J'adore rire. Voilà, je pense que tout ça se rapporte à ça, en fait, à ma nature profonde. Moi, je suis une solitaire. Mon cocon, avant, c'était ma chambre. Aujourd'hui, c'est mon bureau. Et je pense que tout ça découle de là, en fait. C'est-à-dire que... Et puis, je parlais aussi de l'indifférence au début de l'interview. J'ai eu affaire à tellement de baffes de gens qui m'ont payé en indifférence, en fait, que les autres, parfois, peuvent être vus comme... Je m'en protège. Voilà, je m'en protège toujours. Donc cette légitimité-là que effectivement je ne m'accorde pas, et ça j'en suis très consciente, mais je suis sur le chemin vers, parce que j'ai eu plein de signes qui m'ont montré que si, mais si, je suis sur ce chemin-là vers la légitimité et c'est une vaste question pour moi et encore un long chemin, mais je pense que ça tourne autour de ça en fait, de ce nœud-là, c'est le côté sombre, on va dire, qui me colle au basque. Je te remercie. La question n'était pas évidente et un peu intime, donc je te remercie de ta réponse. Le portrait chinois, à la base, il vient de ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. Oui. Bon, je ne vais pas développer sur l'origine de tout ça, mais du coup, j'ai repréparé aussi quelques questions en fonction de ce questionnaire de Proust. Donc, on va continuer. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu ? Alors, je serais toutes les nuances de mauve, parme, violet, prune. Tu es une nuance, donc j'aime beaucoup. Si tu étais un lieu ? Si j'étais un lieu, alors il y en a pas mal. Je vais me concentrer sur les villes. Je serais Venise ou Lisbonne. Merci. Si tu étais une personne célèbre ? Je serais certainement une danseuse, je pense. Et du coup, je pense que je vais choisir une artiste que j'aime depuis énormément d'années, qui est à la fois compositrice, danseuse, chanteuse, merveilleuse. Je serai Kate Bush. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Oui. Je connaissais pas toutes ces variations. Magnifique, Kate Bush. J'aime beaucoup. Si tu étais un animal ? Un chat noir. Tu l'avais réfléchi tout ça, hein ? À vous. Chat noir, oui. Si tu étais un objet ? Ah, si. Je dis souvent pour plaisanter qu'un jour je me transformerai en théière parce que je suis une buveuse de thé incorrigible. Je bois des litres et des litres de thé toute la journée. Donc je pense que je serai une théière. Une théière. J'aime beaucoup la théière. Est-ce que tu vois la référence avec le personnage de La Belle et la Bête, de cette petite théière qui est... Ah oui, qui est trop mignonne. Qui est mignonne, oui. Et puis qui est confortante, et qui est un peu voilà. La maman, la tata. Peut-être que je serais cette théière-là, après tout. Je trouve ça intéressant. Si tu étais une saison ? Sans conteste, l'automne. Ok. Si tu étais une chanson ? Ah, c'est pas évident, parce qu'il y en a tellement que j'aime. Il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée ces dernières années, que je réécoute toujours en ayant presque les larmes aux yeux. C'est une chanson de Zazie et qui s'appelle « Encore heureux ». Tu me donnes envie de l'écouter. Elle est magnifique. Enfin, dernière question du portrait chinois. Si tu étais un élément ? Ah, je serais de l'eau. De l'eau ? Ah oui. La fluidité ? La fluidité, la douceur, l'adaptation, la colère parfois, c'est les émotions, l'eau. Et moi, je suis très très proche des émotions, donc l'eau. Je n'en doute pas. Donc on va continuer. Quelle est ta vertu préférée ? Je ne sais pas si c'est une vertu, mais en tout cas, c'est quelque chose que
que j'aime voir chez les autres et que j'espère voir en moi, le respect. Quel est le défaut que tu détestes le plus ? La méchanceté. Surtout quand elle est gratuite, et bête, et aveugle. Respect et méchanceté, on est sur un lien à l'autre assez intéressant. C'est vrai. Maintenant, quelle est ta qualité ? Ah la vache. Si tu devais te donner une seule qualité, la plus haute. Ça suppose un vrai regard sur soi et ouvrir un peu des portes. Je sais pas. En tout cas, pour répondre à cette question, ce que je peux dire, passionné. Ouais, je me jette dans les choses avec passion, que ce soit dans mes relations, dans mes activités, dans mes rêves. Je pense que ce qui me guide, c'est la passion. Donc je dirais la passion, passionné. Tu dis ça avec beaucoup de « oh, je sais pas », etc. Mais c'est une réponse très puissante. Bon. Du coup, tu vas pas aimer la question suivante, mais... Le défaut. Le défaut. Le défaut, je ne sais pas. Peut-être que pour les gens qui me connaissent dans mon cercle plus intime, je dirais têtu. Ah. Quel est ton idéal du bonheur ? Mon idéal du bonheur ? En fait, ça touche un peu au rêve, hein, un petit peu. Moi, j'aurais envie de te répondre dans le sens, ce serait quoi ton rêve idéal qui te rendrait vraiment qui te donnerait en tout cas cette impression de bonheur ou de sensation de bonheur. Très sincèrement, moi, ce que j'aimerais, et ce serait pour moi le bonheur, ce serait posséder un lieu culturel où je pourrais programmer les artistes que j'aime, les artistes que je découvre. À la base, je suis quand même médiatrice culturelle et j'aime faire ça. Et le podcast aussi, d'une certaine manière, est aussi un peu dans cette initiative-là. Ouais, ça, ce serait mon bonheur. C'est-à-dire que ce serait un lieu où il y aurait ma famille et il y aurait des gens que j'aime et du public qui serait là pour partager des beaux moments. Quel est ton plus grand malheur ou quel serait ton plus grand malheur ? J'ai envie de répondre d'une manière personnelle sans trop rentrer dans les détails. Le pire, je crois, pour moi, qui peut m'arriver, c'est l'indifférence. L'indifférence, très intéressant. Très, très intéressant. Comment définirais-tu de façon assez générale ton état d'esprit ? Je suis une pessimiste optimiste. Ombre et lumière. Exactement. J'essaye de montrer au quotidien mon côté lumineux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, en t'en parlant, je me souviens qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, t'es lumineuse, t'es vivante ». C'est quelque chose qui est déjà revenu dans ce qu'on m'a dit. Et en même temps, parfois ça peut être très très sombre derrière. Mais ça, c'est mes coulisses à moi. Mais je pense que c'est ce qui me permet d'être passionnée et de créer. Enfin, quelle est ta devise ? Allez, zou, on y va. On tente, on essaye, on verra. J'adore. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, artistiquement parlant bien sûr, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quels sont tes projets ? Alors artistiquement, pour le moment je m'occupe beaucoup de cette petite compagnie, la compagnie La Danse des Mots, qui existe depuis 12 ou 13 ans maintenant. Ça demande pas mal de boulot, parce que je gère pratiquement tout derrière. Je veux qu'en fait mes 3 acolytes, Guy, Magali et Dominique, se concentrent sur le côté créatif, qu'ils puissent se concentrer sur leur spectacle. Après moi, plus personnellement, depuis Pink, je ne suis pas remontée sur scène. Enfin, oui et non. Là, dans le spectacle des Dames aux états d'âme, j'apparais. J'apparais d'une certaine manière sous forme d'un clip dansé, justement, en choré-signe, que j'ai réalisé avec une jeune cinéaste qui s'appelle Lilou Parage. Le clip est très beau. Je suis très contente. Et il s'insère très très bien dans ce beau spectacle qu'ont créé Magali et Dominique.
Il y a eu aussi Saudade du Portugal quand même, où je suis sur scène, qu'on a joué là il y a pas très longtemps, qui est un spectacle très personnel aussi, mais là du coup ouvertement personnel, puisqu'il raconte tous mes souvenirs d'enfance liés au Portugal. Mais mon projet, c'est de remonter seule sur scène, ce qui paraît complètement paradoxal avec tout ce que j'ai dit avant. J'ai relevé le défi pour Pink, qui était très impliquant déjà, et j'aimerais relever le défi maintenant avec un autre seul en scène. Et je commence à écrire, et je commence à chercher des gens pour écrire. On va dire aux auditeuristes que tu me fais un petit clin d'œil en disant ça. Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus, mais en tout cas, mon projet à moi personnel, artistique, ce serait de refaire un seul en scène, voilà, c'est certainement très différent de celui de Pink, et puis de continuer à porter les créations de notre petite mini-compagnie. On a quelques créations, on va certainement en avoir une autre. Voilà, c'est mon deuxième job dans la vie, ma compagnie, hein. Plus le troisième job qui est le podcast, et le quatrième job qui est moi. Qui est un vrai job, hein. Ah oui, c'est du trèfle. Maintenant, j'ai une dernière question qui est un petit peu, comme tu aimes beaucoup l'abnégation, les autres et donner la place aux autres, si je puis me permettre, en tout cas c'est un point de vue. Ma dernière question est par rapport justement à la danse des mots et l'entourage, sur qui tu voudrais mettre la lumière de tous ces gens avec qui tu travailles aujourd'hui, pour faire cette ouverture. Donc la danse des mots, en fait, on est 4 en tout, voire 5, et je suis très contente que tu me permettes de parler d'eux parce que on a une vraie histoire ensemble, tous les trois, mais surtout avec Guy et Magali. Magali, c'est une amie que je connais depuis presque 30 ans maintenant. En fait, je l'aime, je t'aime, Magali. Il y a Guy Chouraki aussi, qui est un ami que je connais depuis 25 ans aussi, que j'ai connu en tant qu'artiste, que j'ai programmé pour des spectacles dans la structure où je travaillais avant. Et Guy est vraiment mon binôme en fait dans la compagnie, puisque c'est lui qui mène les cours de théâtre de la compagnie. Donc on est très souvent pour un tas de choses en relation pour tout ça. Et il y a Dominique que je connais depuis 12 ans et qu'on a eu beaucoup de chance de trouver sur notre route, qui s'est complètement fondu dans notre petit microcosme et qui, je sais, a développé une très très belle amitié avec Magali, d'où la naissance, la création de leur pièce des Dames aux états d'âme. Et je ne peux pas occulter une personne extrêmement importante que j'appelle très souvent Mr. Wonderful, qui est Monsieur mon mari, qui est aussi dans la compagnie, qui est beaucoup plus discret, mais qui est à la fois chauffeur, roadie, conseiller, technicien sur les petites formes, et qui est extrêmement important pour moi. Voilà. Avec un petit peu d'émotion, je te remercie beaucoup de cette émotion finalement dans la réponse. Ah, il faut vivre ces émotions. Oui, je ne suis qu'émotion. C'est pas la première fois que tu me mouilles les yeux en ma présence, donc je suis flatté vraiment de cet honneur, de cette générosité. Aujourd'hui, à l'endroit où tu es et avec tout ce que tu as appris, avec cette personne intime dans son bureau, dans sa chambre, dans ce lien aux autres, si tu prends toute cette toile d'araignée, tous ces liens, tous ces nœuds, comment tu te vois sur le chemin? Quelle est aujourd'hui, en tant qu'artiste, ta quête? Être entendu, tout simplement. En tout cas, je suis, et c'est rare que je le dise, et là c'est enregistré, mais je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Aujourd'hui, le fait que je puisse donner la parole aussi, que ce podcast en fait aussi est un sacré défi, et j'en suis très fière aussi. Moi je suis fière de là où je suis arrivée, et ma quête c'est simplement de continuer, créer et être entendue, et peut-être une quête aussi peut-être plus personnelle, c'est justement me dire que oui ma fille, t'es légitime. Je claque des doigts.
Voilà, j'en suis là. Si tu veux mon avis, oui, tu es légitime, mais on est là pour toi, pas pour moi. Moi, j'arrive au bout de mes questions. Ouais. Donc, je te remercie 1000 fois d'avoir répondu, bien sûr, à mes questions et surtout de m'avoir laissé cette place d'intervieweuse, de m'avoir fait confiance pour ça. Et merci encore une fois de cette générosité. Merci à toi. C'est très étonnant d'être de l'autre côté. Ah oui, tiens, dernière petite question. Comme on l'a fait au début, finissons par ça. Qu'est-ce que tu as ressenti là pendant le temps qu'on vient de passer ensemble ? Un moment vraiment privilégié où j'ai certainement dit et exprimé des choses que je n'ai pas l'occasion de dire et d'exprimer. Et je me demande si c'est ce qui se passe pour mes invités d'ailleurs. Est-ce que je suis assez forte pour leur poser des questions qui leur permettent ça ? Et que parfois j'ai carrément oublié qu'on était pour un podcast et que j'espère que j'ai répondu comme il faut, quoi. Tu vois, toujours cette histoire de légitimité, est-ce que je fais, c'est bien ou pas. Voilà, non, mais c'était à la fois très troublant, très agréable, très... de toute façon, maintenant, c'est dans la boîte. Je compte sur toi pour pas trop couper au montage. Effectivement. Moi, je te remercie 1000 fois pour ce moment. Et puis, j'ai envie de dire à la prochaine, parce que je pense qu'on aura d'autres aventures à vivre ensemble. Allez, zou. Allez, zou. Allez, sans transition, on passe à la dernière porte de ces coulisses. C'est la rubrique de Marion Lorgnay, Marion de Théâtre en 1001 lieux. Et aujourd'hui, dans cet épisode, elle va nous apprendre 8 choses à connaître sur Edmond Rostand. Huit choses à savoir sur Edmond Rostand. Parmi les plus grands noms de la littérature française, Edmond Rostand compte parmi les figures les plus emblématiques. Notamment pour ce que l'on peut aisément considérer comme son plus grand chef-d'œuvre, Cyrano de Bergerac. Retour sur quelques étapes marquantes de la vie du dramaturge français. Petit 1. Edmond Rostand est né un 1er avril. Issu d'une famille de la haute bourgeoisie française, Edmond Rostand naît à Marseille le 1er avril 1868. Doté d'un fort sens de l'humour, il aurait fondé le 1er avril 1888 un club bien particulier, celui des natifs du 1er avril. Une vaste blague assurant à tous ses membres nés un 1er avril le privilège de jouir d'entrées gratuites dans de nombreux établissements publics, d'obtenir un toit dans les palais nationaux et même de pouvoir rire aux enterrements. Ce côté farceur est d'ailleurs très représentatif des traits d'humour qui caractérisent un bon nombre des œuvres d'Edmond Rostand. Petit 2. Il a d'abord suivi des études de droit. Si Edmond Rostand est aujourd'hui connu et reconnu pour sa carrière littéraire, les études qu'il suivait lorsqu'il n'était qu'un jeune homme le prédisposaient à une toute autre carrière. Arrière-petit-fils d'Alexis-Joseph Rostand, qui fut maire de Marseille, et fils d'Eugène Rostand, économiste, Edmond a d'abord suivi des études de droit qui l'ont emmené jusqu'à la Sorbonne, puis jusqu'au barreau. En 1887, alors qu'il n'était encore qu'étudiant, il a même participé au concours du prix Maréchal de Villars de l'Académie des Arts et des Lettres de Marseille. Concours qu'il a d'ailleurs remporté avec son essai « Deux romanciers de Provence ». Malgré ses études, il n'a jamais exercé le métier d'avocat. Petit 3. Rosemonde Gérard a inspiré la poésie d'Edmond Rostand. Et oui, souvent derrière un grand homme, il y a une femme. En 1886, lors de vacances en famille, Edmond fait la rencontre de Rosemonde Gérard, une poétesse de talent qui deviendra par la suite l'une de ses sources d'inspiration principales. Alors que cette dernière publie le recueil de poèmes Les Pipeaux, primé par l'Académie, Edmond lui publie l'année suivante un recueil de poèmes nommé Mussardise, dont les vers sont fortement influencés par l'amour qu'il porte à son épouse. De leur union naît en 1891 leur premier enfant, Maurice Rostand, qui marchera sur les pas de son père. Puis en 1894, Jean Rostand, futur philosophe et biologiste. Petit 4. Il a marqué le théâtre français avec Cyrano de Bergerac.
Après la poésie, Edmond se passionne pour le théâtre et commence à écrire pour la Comédie Française. En 1894, sa pièce Les Romanesques, inspirée de l'histoire de Roméo et Juliette, rencontre un grand succès. Mais ce n'est rien comparé au succès qu'il attend avec Cyrano de Bergerac. En 5 actes et en vers, la pièce est un succès immédiat dès sa première représentation en décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Pourtant, Edmond Rostand craignait un fiasco après des répétitions laborieuses. Stressé, il décide, pour assister aux applaudissements du public qui ont tout de même duré 20 minutes, de se cacher sur scène parmi les comédiens. À seulement 29 ans, Edmond Rostand devient une référence. Sa pièce s'inscrit dans l'histoire. En témoignent les nombreuses adaptations qui ont été faites depuis au théâtre, mais aussi sur petit et grand écran. Petit 5. Edmond Rostand est élu en 1901 à l'Académie française. Après le succès de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand est décoré de la Légion d'honneur, devenant ainsi une grande figure nationale. Et la reconnaissance ne s'arrête pas là. Le 30 mai 1901, Edmond Rostand est élu à l'Académie française. Il devient alors le plus jeune académicien, bien que son entrée ne soit officialisée que le 4 juin 1903. Et 56 ans plus tard, en 1959, c'est son fils, Jean Rostand, qui devient à son tour membre de l'Académie. Petit 6. Il s'est engagé auprès des poilus de la guerre 14-18. Au cours de l'année 1910, l'euphorie qui régnait jusqu'alors autour du nom Rostand commence à retomber. Un retournement de situation qui a naturellement pour effet de déprimer cet auteur passionné. Jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale vienne combler le vide laissé par le manque de reconnaissance de ses dernières œuvres littéraires. Bien que réformé pour des questions de santé, Edmond Rostand s'engage à sa manière dans cette grande guerre. Il se déplace au front, organise des récoltes de fonds et devient même infirmier auxiliaire au Pays Basque. Une période de sa vie qui ne sera pas sans conséquences sur sa carrière littéraire. Il écrira par la suite Le vol de la Marseillaise. Petit 7. Edmond Rostand meurt de la grippe espagnole en 1918. Les années 1910 auront décidément un goût amer pour Edmond Rostand. Sa carrière semble se consumer peu à peu. Son histoire d'amour avec Rosemonde touche à sa fin en 1915. La guerre éclate et sa mort est proche. En couple avec une jeune actrice, Edmond se retire dans sa maison à Combeaux-les-Bains, la Villa Arnaga. En 1918, il contracte la grippe espagnole, comme de nombreuses personnes à l'époque. La maladie finit hélas par avoir raison de lui et l'emporte le 2 décembre 1918 à l'âge de 50 ans. Petit 8. Le titre d'un tube culte trouvé grâce à une affiche de Cyrano de Bergerac. En 1977, Sting, alors membre du groupe de rock Police, était de passage à Paris. Après avoir aperçu des prostituées marchant dans la rue depuis son hôtel, il commence à écrire les paroles d'une chanson. Alors qu'il réfléchissait à un titre, l'artiste pose les yeux sur une vieille affiche de la pièce de Cyrano de Bergerac accrochée au mur de sa chambre, et sur lequel était mentionné le nom de l'héroïne, Roxane. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de la vie d'Edmond Rostand. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les 3 rubriques du podcast séparément pour une écoute sur mesure et à votre rythme, uniquement sur YouTube pour le moment. Les liens directs sont dans la description. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. On peut continuer à papoter ensemble sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses podcast. Allez zou, on referme les coulisses. Oh là là, dis donc, il était long cet épisode. Ouais, vous avez trouvé aussi ? Ouais. Bon, en même temps, il y avait beaucoup de choses à raconter. Et puis,
sera mieux la prochaine fois.